Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo du DD. Ces derniers temps, l'amitié franco-allemande était plutôt à l'honneur dans l'actualité. Aujourd'hui, je vous en propose une déclinaison dans le domaine du développement durable, sommaire. Pour améliorer les performances économiques des exploitations biologiques dans le Rhin supérieur, 73 fermes ont été étudiées des deux côtés du Rhin depuis 3 ans. Les explications avec l'Organisation professionnelle de l'agriculture biologique en Alsace. Harmoniser les procédures de mesure de qualité de l'air dans l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, c'est l'objet d'Atmo ID, un projet mené par l'ASPA. La technologie de demain en matière de panneaux photovoltaïques pourrait bien sortir des laboratoires des universités de Strasbourg, Mulhouse, Bâle, Fribourg et Karlsruhe. Réunis dans le projet Rhin Solar, des chercheurs travaillent sur le photovoltaïque organique. Pour commencer notre plongée dans le monde franco-allemand du développement durable, on démarre avec l'OPABA, l'organisme professionnel pour l'agriculture biologique en Alsace, qui a copiloté, on va dire, un projet qui s'appelle BioRhin depuis quelques années. Donc l'objet de ce projet, c'est quoi ? Alors ce projet, en fait, consiste à améliorer les performances économiques des exploitations agricoles et viticoles du Rhin supérieur. Est-ce que c'est des exploitations qu'on peut comparer? Est-ce que les situations sont à peu près les mêmes du côté frontalier? Alors nous, c'est assez difficile. Il faut trouver des exploitations qui sont effectivement similaires. Donc il y a 73 exploitations agricoles et viticoles qui ont accepté de donner leurs données économiques pour qu'elles puissent être analysées et comparées. Donc on a pu constituer 5 groupes, 24 exploitations viticoles, il y a 36 exploitations laitières, il y a donc aussi un 3e groupe qui est constitué d'exploitations qui produisent de la viande bovine biologique, donc l'exploitation vache allaitantes, et il y a également un groupe d'exploitations qui produisent des céréales biologiques. Est-ce que les situations sont, on disait, comparables? Il y a évidemment des différences, des ressemblances. Alors chaque groupe est un peu différent en fonction de sa taille et du nombre d'exploitations. Pour le groupe viticulture, évidemment, il y a des grandes différences sur des données de base qui sont par exemple les coûts de production, puisque côté allemand, surface équivalente, on peut produire beaucoup plus. Par contre, la commercialisation en côté alsacien, on va être sur des prix de base plus élevés. Évidemment, les chemins pour arriver au résultat économique ne sont pas du tout les mêmes, les charges ne sont pas les mêmes, les coûts de production côté allemand pour certains domaines, comme par exemple l'énergie, sont beaucoup plus élevés. Côté alsacien, on a des coûts de main-d'œuvre qui sont beaucoup plus élevés. Les politiques fiscales ne sont pas les mêmes non plus. Au-delà du côté purement économique, ça permet aussi à des agriculteurs de deux pays qui ne se croisent pas forcément de comparer leur façon de travailler et de vivre. C'est, je dirais, vraiment le point fort. Donc tout ça de façon structurée, puisque déjà nous sommes sur 2 langues, donc il faut assurer à chaque fois une traduction. Et donc il y a eu une vingtaine d'ateliers de travail, de forums transfrontaliers qui ont été organisés donc, sur les 3 années du projet, qui ont rassemblé plus de 600 participants, avec vraiment un grand intérêt de la part des agriculteurs et viticulteurs de mieux se connaître, d'échanger, des journées entières donc consacrées à des visites d'exploitation et des échanges. Est-ce qu'on peut imaginer des nouveaux débouchés pour les Alsaciens en Allemagne ou pour les Allemands en Alsace? Est-ce qu'il y a déjà des liens qui se font? Alors pour la viticulture, là on est vraiment sur des marchés différents, en production laitière et en production de viande bovine biologique. Là déjà, il y a beaucoup plus de possibilités de travail en commun, de mise en place de filières et d'échanges. Également, je dirais, le domaine dans lequel il y a le plus de perspectives possibles, c'est le domaine de la production céréalière, de grande culture. Beaucoup de structuration et de filières à organiser. Effectivement, peut-être côté allemand, il y a un petit peu d'avance sur la valorisation au niveau des céréales. Donc, production de céréales biologiques et valorisée au niveau local, ils ont un petit peu d'avance. Donc là, il y a possibilité de s'inspirer, d'organiser des voyages d'études et de réfléchir à la mise en place de filières de transformation. Merci beaucoup pour vos explications. Tout de suite, nous prenons la direction de Kehl. On va vous parler d'un projet transfrontalier, cette fois-ci sur la qualité de l'air. La pollution n'a que faire des frontières, c'est bien connu. Le problème, c'est que les données et méthodes de mesure de la qualité de l'air des deux côtés du Rhin ne sont pas forcément compatibles. Alors quand un projet industriel ou d'infrastructure routière voit le jour autour de Strasbourg et de Kehl, comment évaluer son impact sur la qualité de l'air de façon objective? C'est l'objet d'Atmo ID, un projet initié par l'ASPA l'an dernier et soutenu notamment par des fonds européens. La question, c'est de se dire, les informations que l'on reçoit, par exemple des études d'impact de part et d'autre du Rhin, sont-elles compréhensibles? Sont-elles comparables? Et la réponse, c'est non, pas aujourd'hui.
Et donc l'idée c'était de construire avec nos collègues allemands un diagnostic commun, inventaire des émissions, modélisation, et ensuite tout nouveau projet va en fait être instruit à partir de ce diagnostic commun. Parce qu'au-delà du diagnostic, il y a une procédure effectivement qui ensuite va mettre à disposition ces données auprès des bureaux d'études et auprès des industriels et auprès de l'administration pour que ce soit vraiment utilisé. L'heure est pour l'instant à la collecte de données météorologiques et chimiques. Une vingtaine de cabines temporaires de mesure sont venues compléter le réseau fixe existant dans l'Eurodistrict et géré par l'ASPA et son homologue allemand LUBW. Il y a différentes typologies de stations. Donc là, à Onheim, nous mesurons la pollution de fond, alors que dans les stations que nous avons visitées plus tôt, nous étions en proximité trafic et en proximité industrielle. Donc la pollution de fond, c'est la pollution qui est respirée en moyenne par la population qui n'habite pas à proximité d'un axe circulant ou à proximité d'une source industrielle. Alors ici, nous mesurons les particules, une fois de plus, mais aussi les oxydes d'azote. C'est ce qu'on a principalement sur cette station. L'ozone également en été, mais comme nous sommes en hiver, les niveaux d'ozone sont très bas. En harmonisant les systèmes de prévention de la pollution atmosphérique dans l'Eurodistrict, Atmo-ID permettra de mieux évaluer l'impact transfrontalier de nouvelles installations industrielles dans le secteur. À l'origine de ce projet en 2009, Lothar Ziliox, le président du secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles. L'objectif finalement, c'est de dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau projet avec une demande d'autorisation, soit du côté de l'Ortenau, soit du côté de Strasbourg, qu'on examine la situation globale de pollution et qu'on dise OK, on laisse tel industriel augmenter ses installations qui rejettent des polluants, à condition que d'autres diminuent ou qu'on soit plus sévère avec d'autres. Sinon, on prend des risques pour la santé publique. Pour la fin du projet, rendez-vous en 2014. Une procédure type et des cartographies seront mises à disposition des industriels, bureaux d'études, administrations, collectivités pour l'aménagement industriel des deux côtés du Rhin. Une méthode transposable dans les autres eurodistricts du Rhin supérieur. Troisième partie de cette émission, nous allons vous parler aujourd'hui d'une recherche de pointe. Alors les panneaux photovoltaïques ou panneaux solaires, comme on dit de façon commune, tout le monde connaît. Si donc nous sommes dans un laboratoire de l'Université de Strasbourg, Thomas Heiser, vous vous occupez de ce programme qui s'appelle Rhin Solar. Donc l'idée c'est la recherche de pointe dans ce domaine du photovoltaïque. Oui, c'est une recherche de pointe dans le sens où on s'intéresse surtout à une nouvelle technologie qui est émergente, qui sert comme les modules photovoltaïques à convertir l'énergie solaire ou lumineuse en énergie électrique. Mais on met en œuvre des matériaux tout à fait nouveaux qui sont en base de molécules issues de la synthèse chimique, organique et qui apportent un certain plus par rapport à la technologie actuelle. Alors pourquoi la technologie actuelle est déjà obsolète ? Non, pas du tout, ouais. Elle fonctionne très bien, mais il y a quand même un certain nombre d'inconvénients, notamment le coût, dans un premier temps. Sinon, si ce serait moins cher, on les verrait encore plus. Le coût énergétique aussi, ça prend pas mal d'énergie pour produire un module photovoltaïque silicium. Et puis, il y a d'autres contraintes, la rigidité, le poids. Et donc, il y a une technologie radicalement différente qui a émergé, qui a été en gestation pendant pas mal d'années déjà dans les laboratoires, et toujours en gestation d'ailleurs, on ne pouvait pas encore trouver ça dans les supermarchés. Ce sont les cellules photovoltaïques à base de molécules. Le principe, c'est quoi ? Donc vous parliez de cellules de synthèse ? Alors la matière active, c'est-à-dire celle qui absorbe la lumière et où le phénomène photovoltaïque a lieu, c'est un matériau qui est fait à partir de molécules, à partir d'une encre. C'est comme si on peut d'ailleurs faire ce matériau par des techniques d'impression à jet d'encre. Donc on dépose ces molécules qui sont des colorants, qui flottent dans un solvant, on les dépose sur un substrat, le solvant s'évapore et on a une couche très très fine qui absorbe tellement efficacement la lumière et en plus permet de convertir cette lumière absorbée en électricité que ça peut fonctionner. Donc, c'est plus léger, c'est des dispositifs qui sont faits à température ambiante, donc on peut les faire sur des supports qui sont par exemple en plastique, donc flexible. On peut espérer ouvrir un peu les possibilités d'intégration du photovoltaïque dans le monde. Ce projet se fait en équipe. Vous travaillez aussi avec des chercheurs
à Fribourg, à Karlsruhe, à Bâle, à Mulhouse. Qu'est-ce que ça apporte justement ce côté trinational? Alors, ce dont il faut d'abord se rendre compte, cette technologie, elle a un côté très particulier, c'est son côté pluridisciplinaire. Il y a des molécules, donc il faut d'abord les fabriquer, donc il y a de la chimie. Ensuite, avec ces molécules, il faut faire un matériau. Ça, c'est le travail des physico-chimistes. Une fois qu'on a le matériau, il faut faire un composant. Ça, c'est, on va dire, le rôle des physiciens des composants. Donc, comprendre comment ces molécules se comportent quand on les met dans un environnement de composants. En gros, ça veut dire est-ce que le rendement est correct ou pas, le rendement de conversion énergétique. Ensuite, l'objectif est quand même d'aller vers un produit pour l'industrie, enfin pour le commerce. Et donc là, il faut s'intéresser à des étapes plutôt d'ingénierie. Comment faire la même chose, mais plus vite ou sur des surfaces plus grandes. Alors il se trouve que si on regarde dans la région du Rhin supérieur, parce que c'est un projet qui est fait dans le cadre du programme Interreg Rhin supérieur, il y a énormément d'équipes qui travaillent dans ce domaine-là. Et donc c'était avec un pas pour se dire on aura tout intérêt à travailler ensemble. L'union fait la force une fois de plus. Oui, c'est d'autant plus vrai que c'est un domaine qui est vraiment d'actualité. Il y a énormément d'équipes qui travaillent dessus. En travaillant ensemble, on peut espérer être plus visible, donc attirer aussi des jeunes chercheurs vers ce domaine-là. C'est un de nos motivations aussi, de devenir une région qui est reconnue pour cette activité-là. On peut imaginer que d'ici 5, 10, 15 ans, ces panneaux-là remplacent aujourd'hui les panneaux qu'on voit. Je pense que oui, pas forcément remplacer tout de suite. Le silicium existera toujours, sauf qu'avec cette technologie-là, on peut éventuellement intégrer le photovoltaïque à des endroits où le silicium n'est pas compétitif ou ne peut pas le faire. Donc on ouvre les champs d'application du photovoltaïque. Donc on va élargir, on va dire, le photovoltaïque comme source d'énergie. On va augmenter la part du coup des énergies renouvelables. Et quand on parle aujourd'hui de transition énergétique, voilà, ça peut être une des très 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 nombreuses réponses qui peut permettre. C'est ça, bien sûr. Vous savez que dans ce domaine-là, il n'y aura pas une seule source d'énergie qui va l'emporter. C'est un panel très vaste. Il y a le vent, il y a le photovoltaïque, il y a le thermique, tout ça. Là, c'est un élément. Merci beaucoup pour vos explications. Pas de cas. Tout de suite, on retrouve l'élémentaire de la semaine et nous, on se retrouve dans un très très court instant. Amis téléspectateurs, as-tu bien écouté cette émission? Si oui, tu as entendu parler de boue. Sèche, qui plus est. Revenons dessus, ça m'inspire. Mon boucher bourguignon a jeté ce matin le contenu de sa bouilloire, sa bouillabaisse et sa bouteille de café bouillie dans sa bouche d'égout. L'eau souillée bourlingue alors jusqu'à la station d'épuration qui n'en fait qu'une bouchée. C'est un vrai bouillon de culture où l'eau est filtrée et séparée de ces bouts de saleté bouffés par des bactéries. Un sacré boulot. Ces déchets issus du traitement des eaux usées forment une boue. Avant, ça ne servait à rien, mais ces boues sont boucanées, ça veut dire desséchées, et désormais réutilisables en engrais ou amendement pour avoir de beaux bougainvilliers et pourrait bientôt même servir de combustible à la place du charbon. Élémentaire, non? Bon, je suis à bout. Salut. Merci de nous avoir suivis pour cette émission. Nous, on reprend la route pour vous préparer un prochain numéro de l'hebdo JDD. Rendez-vous dans une semaine. Salut!